justement sur cette question concernant la justice, on a cherché le porte-parole de la Cour suprême pour savoir où la justice en est avec les 4 dossiers des 4 radios toujours fermées et ce qui bloque par rapport au dossier de la radio Bonécha. Mais le porte-parole de la Cour suprême a indiqué que le moment n'était pas opportun pour en parler. Pour justement concernant les 4 radios qui ne sont pas encore, les radios qui sont encore fermées, mais qui travaillent aujourd'hui sur le net et on les empêche d'accéder aux sources d'informations, est-ce légal? Si nous essayons peut-être de revoir nous-mêmes, comment il faut agir surtout lorsqu'on est sur tout ce que l'on est en train de faire. Je pense qu'il y a moyen de corriger. D'abord, quand on est professionnel, on ne doute pas de ce qu'on va faire. Mais lorsqu'on n'aurait pas, on aura toujours tendance de demander, ou bien on peut toujours commettre une erreur, pas une erreur peut-être délibérée, mais plutôt une erreur qui vient du fait de ne pas avoir, je dirais, la maturité complète dans le domaine. Raison pour laquelle, pour le CNC, nous essayons, s'il y avait peut-être les moyens, si nous avions des moyens suffisants, il fallait d'abord, il fallait qu'il y ait des formations des journalistes pour montrer que de temps en temps, il faut corriger. Si la radio RPA, qui a un dossier au niveau de la justice, continue d'émettre sur l'Internet, est-ce que c'est légal? Si c'est légal. Disons par exemple qu'on vous dit d'attendre 6 mois, que la décision va tomber dans 6 mois, et que vous êtes impatient et continuez à travailler. Parce que j'étais en train de regarder la loi. Travailler illégalement. C'est illégal. Et au moment d'étudier le dossier, de rouvrir, ça va être un problème. Si moi j'étais RPA, ou bien Onesha, ou bien d'autres stations qui ont des dossiers au niveau de la justice, j'arrêterais tout et d'attendre le jour de la décision de la justice. Je pense que la question en rapport avec les médias, c'est une question qui touche les droits de l'homme. Monsieur le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, est-ce que vous y travaillez? Oui, absolument. Nous y travaillons, mais dans le respect aussi des rôles des autres institutions, en particulier le Conseil national de la communication qui a l'autorité de régulation. On se concerte de temps en temps sur les dossiers. Nous travaillons dans le respect du rôle de la justice, par exemple, ou bien du rôle des responsables de la sécurité. Aux questions très critiques comme, par exemple, la situation des médias qui fonctionnent sans l'autorisation du gouvernement. Vous avez parlé de la RPA, ainsi que les autres médias basés sur le web ou l'Internet. Et, bon, personnellement, je pense qu'il faut éviter le cache-cache, tout simplement. Ça veut dire qu'on est dans une situation où il y a des lois, aussi bien au niveau national qu'international, en fait, qui veulent que la liberté de la presse s'exerce dans le cadre de la loi et dans le cadre des droits des autres. Et notamment, ce n'est pas orthodoxe qu'un organe de presse ouvre et fonctionne sans l'autorisation d'un gouvernement. Je pense que quand je suis arrivé à la CNIDH, l'un des premiers dossiers que j'ai traités du côté de la presse, c'était le problème de l'accréditation des journalistes étrangers. Et on a eu un cas, par exemple, d'un journaliste rwandais qui était venu faire des reportages dans la zone nord et qui, évidemment, avait été arrêté par la police parce que il était en train de faire un reportage sans avoir jamais reçu l'accréditation de la part des autorités compétentes. Et donc, dans ce cas, on a plaidé pour sa libération, mais évidemment, on a aussi donné notre recommandation qu'il ne faut plus reprendre des activités de reportage dans un pays sans l'autorisation de l'autorité compétente. Donc, pour moi, et comme vient de le dire le représentant du gouvernement, on ne peut pas dire que c'est une bonne idée pour une bonne évolution de nos médias, de dire qu'il y a un certain nombre de médias qui vont fonctionner dans l'illégalité. Ma suggestion, ce serait, si vous avez une idée de former un organe de presse, que ce soit écrit,
que ce soit audiovisuel ou que ce soit basé sur l'Internet, que vous demandez les accréditations nécessaires, que vous demandez les agréments nécessaires. Et si on vous refuse l'agrément, évidemment, nous plaidons toujours pour le respect de l'état de droit. Il faut faire les recours nécessaires et jusqu'à ce que votre média, évidemment, puisse s'inscrire dans le cadre de la légalité. Mais si vous êtes dans l'illégalité, évidemment, on entre dans un jeu de cache-cache et dans ce cas, on sort en fait du cadre, par exemple, du cadre qui permet, par exemple, de protéger justement les journalistes et les responsables des médias en général. Donc, c'est important, à mon avis, d'avoir un dialogue franc sur ce sujet et de voir si vous voulez, quelles sont les choses à faire, par exemple, pour légaliser les organes de presse, qu'ils soient physiques ou virtuels, mais de toute façon, de sorte à assurer une liberté de la presse qui s'exerce dans le cadre de la loi. Peut-être il y a ces organes de la presse qui fonctionnent dans l'illégalité, mais nous le savons, il y a la radio Bonécha aujourd'hui qui essaie de suivre la légalité du processus, mais qui ne voit pas pourquoi elle ne reprendrait pas ses activités. Quel est le mot sur ça du CNIDH? Oui, nous sommes saisis du dossier de Bonécha FM, qui est, je pense, l'une des radios les plus anciennes du paysage médiatique burundais privé, et qui, à notre avis, a fait beaucoup de travail positif dans le développement n'est-ce pas, de la liberté de la presse dans ce pays et a assuré une bonne information pour les citoyens. Donc, c'est un organe de presse qui, en tout cas, du point de vue de la CNIDH, nous apprécions. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes. Et la fermeture de Bonécha FM n'est pas venue de rien. Ça veut dire qu'il y a eu des fautes et qu'il faut, je pense, permettre à la justice de clarifier, n'est-ce pas, et de voir quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Maintenant, notre point de vue, c'est que les autorités de la justice qui, pour l'instant, ont ce dossier en main, doivent arriver à faire la différence entre une responsabilité d'un individu ou d'un organe de presse sur le plan corporatif qui est susceptible de poursuite en justice, n'est-ce pas? Et la différence entre l'importance justement qu'un média peut avoir en continuant à contribuer, n'est-ce pas, au débat démocratique et au débat sur les autres questions du pays. Donc, notre point de vue, évidemment, c'est que la radio Bonécha FM devrait, à notre avis, être l'une des radios qui a déjà réouvert, n'est-ce pas? Nous avons déjà fait, en tout cas, beaucoup de plaidoyer dans ce sens et auprès des autorités concernées. Et nous pensons évidemment qu'elle pourra reprendre ces programmes le plus rapidement possible. Mais cela, évidemment, n'empêche pas à la justice de continuer à mener ses enquêtes et à faire ses poursuites s'il y a des reproches, n'est-ce pas, envers certains responsables ou bien certains organes de presse. Un climat de méfiance entre les journalistes qui ont été détruits et les pouvoirs publics reste perceptible. Comment dissiper, la question est adressée à Madame Denise Mogougou, comment dissiper ce climat de méfiance entre les journalistes des médias qui ont connu les difficultés et les pouvoirs publics? Bon, je crois qu'il y a déjà une amorce de dialogue entre les médias et les pouvoirs publics. Au niveau des organisations des médias, on a déjà certains contacts depuis un certain moment avec le CNC et on a l'impression que le CNC comprend les difficultés dans lesquelles les médias ont été plongés, mais aussi les situations dans lesquelles beaucoup de journalistes sont aujourd'hui. Et bon, évidemment, le rythme des choses ne va pas toujours comme on veut, mais il y a ces tentatives-là de rapprocher les gens, de dialoguer, de discuter pour voir dans quelle mesure certaines situations peuvent se déclencher. En fait, si je reviens un petit peu sur ce que disaient les uns et les autres, sur les écarts qu'il peut y avoir eu au niveau des médias, si on avait laissé depuis longtemps le CNC faire son travail, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui aujourd'hui seraient déjà décantées. Le problème, c'est que la démarche n'a pas été toujours dans le sens de la loi. Parce que l'intervention du CNC aurait éclairci beaucoup de situations sur un média ou sur un autre. Je pense que ce n'est pas
c'est peut-être tard, mais peut-être que ça va aller parce que la volonté, on la sent depuis un certain moment. Et du côté de la présidence, y a-t-il cette volonté justement de dissiper et de mettre, je dirais, à l'écart ou entre cette méfiance entre les pouvoirs publics et les médias privés ou certains médias, les médias qui ont été détruits? Ah oui, il y aura toujours des journalistes qui vous donneront un témoignage positif et il vient d'être positif. Et en ce qui nous concerne, les pouvoirs publics, au niveau de la présidence, nous remarquons qu'il y a des fois, on invite les journalistes et qui ne viennent pas. Et il y a des fois, les journalistes sont invités, mais peut-être ont des difficultés de pouvoir arriver sur terrain. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est le fait que de tous côtés, on remarque qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Je me dis bien qu'avec le dialogue, tout est possible. Et surtout qu'au niveau sécuritaire, que ce soit dans la capitale Bujumbura ou à l'intérieur du pays, vous voyez quand même que les choses se sont considérablement améliorées. À vous entendre, on peut dire que la présidence rassure les journalistes qu'ils peuvent travailler, même sur les sujets sensibles, sans avoir peur des représailles. Pourquoi ne pas rassurer les journalistes? Parce que si un gouvernement est légitime, si un gouvernement a été élu par la population et que chaque citoyen est libre d'exprimer ce qu'il veut, et il faut toujours vous rappeler qu'il y a la loi qu'il faut suivre. Parce que chaque fois que vous travaillez, vous avez les limites, n'est-ce pas? Vous avez une déontologie professionnelle, vous avez des textes qui vous régissent, vous faites tout ce que vous voulez, mais dans les parenthèses de la loi. C'est ce que moi je trouve, et je suis sûr et certain que ce soit la présidence, que ce soit le gouvernement en général, il n'y a pas de problème. Seulement, c'est quand il y a un dossier qui est aux mains de la justice et que les gens peut-être sont impatients, veulent peut-être le terminer le plus tôt possible, alors qu'il y a peut-être quelques éléments, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau des ordres de sécurité. Je suis sûr et certain. Si vous avez vu ce qui s'est passé avec les autres radios qui ont déjà ouvert, je suis sûr et certain même que les autres vont ouvrir, mais tout en sachant que s'il y a quelqu'un qui doit répondre à quelques questions, ça, il ne faut jamais l'ignorer. Est-ce que le 2 novembre 2016, il y a un correspondant de la radio Isanganiro du nom de Pascal Blaise Kararumiye qui travaille à Karusi, qui a été arrêté à 21h de la nuit? Est-ce qu'on peut dire que cela ne se reproduira plus? Heureusement que les gens ici de la CNDH sont ici. Vous voyez, nous sommes dans une société, nous sommes un pays avec une population de 11 millions d'habitants. Et nous sommes différents de nature. Ça peut se reproduire. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui traitent les dossiers, bien si c'est un agent de l'ordre, si c'est quelqu'un de l'administration, utilise la loi et respecte les libertés individuelles. Justement, Monsieur le Président de la CNDH, par rapport à cette question, vous êtes chargé de la protection aussi, c'est au niveau de votre commission. Ma question va au-delà pourrait aussi répondre à cette question du journaliste, du correspondant de la radio Isanganiro, mais c'est aussi la question des journalistes en exil. Quelle garantie pour eux, quelle garantie ils ont aujourd'hui de rentrer, de reprendre leur métier, ou bien même s'ils ne veulent pas reprendre leur métier, de rentrer au pays, tout simplement? Oui, bon, merci. Je commence d'abord justement par la question du journaliste Kararumiye d'Okar aussi. Bon, je le disais récemment dans une autre réunion, il faudrait vous rendre à Karoussi et voir la manière dont ce journaliste partage assez régulièrement avec les responsables de la police à cause justement de l'amélioration du climat. Il faut détendre l'atmosphère. Et il faut aider les gens à rentrer chacun dans son rôle. Je pense que c'est vraiment ça qu'il s'agissait à Karoussi. Donc il y a des responsables de la sécurité, par exemple, qui pensent que le journaliste interfère dans son cas, et après il se fait arrêter, etc. Donc ce serait
pas trop réaliste de dire que cela ne va pas se reproduire, mais quand même, on peut mettre en place tous les dispositifs qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus, y compris en particulier en termes de renforcement des capacités, que ce soit du côté des journalistes, que ce soit du côté des responsables de la sécurité, pour que chacun comprenne son rôle. Il est important que, par exemple, les activités médiatiques et de journalisme arrivent, n'est-ce pas, à se faire comprendre au niveau des responsables de la sécurité, et que les médias aussi soient sensibles aux questions de sécurité qui ne sont pas des questions à minimiser non plus dans aucun pays du monde. Donc ça, c'est, je pense, très très important, et de toute façon faire en sorte que chaque fois qu'il y a un malentendu, qu'il y ait des responsables, n'est-ce pas, qui aident à rapprocher les gens et à se faire comprendre, et chacun va rentrer dans son rôle et tout va bien se passer comme ça se passe maintenant justement dans le cas de Blaise Pascal Kararumiye. Maintenant, pour la question de la protection des journalistes en général, y compris la question des journalistes en exil, je pense personnellement qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, et l'espoir vient du fait que nous voyons quand même de plus en plus de bonne volonté, que ce soit de la part des autorités du gouvernement, que ce soit de la part de l'opposition, des autres responsables politiques. Tout le monde est engagé en réalité dans le dialogue, de sorte à pouvoir, n'est-ce pas, régler toutes les questions qui divisent la classe politique burundaise, parce que tout est venu de là en réalité. Maintenant, les journalistes sont chacun dans une situation particulière. Par exemple, il y a des journalistes qui sont partis en exil tout court, et il y a des journalistes qui sont partis en exil, mais qui, en fait, sont sous le coup de poursuites judiciaires. Et je ne peux pas dire que j'ai le contrôle sur les poursuites judiciaires. Par contre, nous avons quand même la possibilité, n'est-ce pas, de plaider pour les journalistes qui n'ont aucun dossier au niveau de la justice. Et ça, c'est très facile, n'est-ce pas, de pouvoir, si vous voulez, assainir le climat, de sorte à ce qu'ils puissent rentrer assez rapidement. Pour ceux qui ont des poursuites judiciaires, là aussi, il y a un certain nombre de catégories, parce que les poursuites peuvent ne pas être fondées, ou bien les poursuites sont fondées, et dans l'un ou l'autre cas, c'est à la justice de clarifier. Et donc, dans ce cas, notre appel, ce serait évidemment d'encourager le respect, n'est-ce pas, des garanties légales au niveau de ces procédures de justice, et en même temps, encourager les journalistes aussi de se placer dans une perspective de coopération, n'est-ce pas? C'est ça en fait qui permet vraiment à pouvoir décanter ce genre de situation. Et avec le temps, évidemment, nous sommes convaincus que les mêmes causes engendrent les mêmes effets, qu'à mesure que la paix et la sécurité vont être, n'est-ce pas, renforcées dans le pays, à mesure que les gens reprennent la sérénité, et à mesure aussi le climat, n'est-ce pas, d'exercice de la liberté de la presse et de retour des journalistes en exil va s'installer. C'est donc à travers le dialogue, à travers la franchise sur toutes les questions, n'est-ce pas, qui font que, par exemple, les journalistes sont obligés de fuir, n'est-ce pas, y compris les dossiers concrets ou les suspicions, n'est-ce pas, ou bien les activités politiques qui tentent, si vous voulez, à interférer avec l'activité des journalistes, etc. Tout ça, c'est des choses qu'à mesure, à travers un dialogue franc, on peut discuter et trouver les moyens, n'est-ce pas, de s'assurer que tous les journalistes, au même titre que les autres Burundais qui sont partis en exil, n'est-ce pas, ont le droit de retour dans leur pays. Vous parlez justement des dossiers qui doivent être clôturés. Qui doit prendre les devants pour que ces dossiers soient clôturés, pour que ceux qui soient incriminés, mais d'autres pour qu'ils soient blanchis? C'est le ministère public. Donc, en fait, les dossiers en justice sont du ressort du ministère public. Ça veut dire les responsables des poursuites de l'État, c'est le parquet général de la République. Et donc, s'ils font, n'est-ce pas, leur travail avec le maximum d'assiduité, évidemment, ces dossiers devraient pouvoir avancer. Maintenant, ils ne sont pas les seuls. Et on sait que dans le cadre du suivi de ces dossiers, par exemple, il y a eu une certaine consigne parmi certains gens, par exemple, de refuser de comparaître devant la justice sous forme de réaction politique, si vous voulez, à des incriminations qui est considérées comme n'étant pas fondées. Mais ce n'est pas une attitude qu'on encourage. Ce qu'on encourage, évidemment, c'est de respecter les autorités judiciaires, mais que les autorités aussi travaillent dans le respect de la loi. Et en général, tous ces dossiers devraient être poursuivis et clôturés en s'assurant à ce qu'il n'y a personne qui est victime d'une injustice ou de la suspicion ou bien d'un acte de répression politique sans avoir des soubassements criminels fondés dans la loi. Et nous acheminons vers la fin de cette émission. Et c'est une question, la question est posée à nos quatre invités. Quelle est la responsabilité des uns et des autres pour promouvoir la liberté de la presse au Burundi? Je vais commencer par le vice-président du CNC. Le Conseil doit à tout prix veiller à la liberté de presse. Et dans cette optique,
le Conseil a une mission d'abord de professionnaliser les journalistes pour éviter que l'un ou l'autre puisse avoir des problèmes de travail, surtout avec les tâches. Mais lorsque on est sûr de ce que l'on est en train de faire, je pense que cette liberté pourra être améliorée. Et c'est ce que nous allons faire. Et monsieur le porte-parole adjoint du président de la République? En ce qui nous concerne, que ce soit individuellement ou... surtout le gouvernement, la présidence, que je parle individuellement en tant que Burundais et je parle aussi en tant que porte-parole adjoint du président de la République. Heureusement que si vous regardez autour de vous-même, 2 ans après la crise qui avait déclenché le 26 avril 2015, la situation politico-sécuritaire a considérablement été améliorée. Et il en va de même aussi de ce qui est la liberté de la presse. Et si, comme le vice-président de la CNC l'a indiqué, si on pouvait devenir professionnel en ce que nous faisons, je crois que notre travail en tant que les professionnels de la communication serait plus meilleur. S'il n'y a pas une volonté politique, tout peut tomber dans l'eau. Est-ce qu'au niveau de la présidence, il y a cette volonté politique de promouvoir la liberté de la presse? Naturellement, c'est sûr. Le président de la CNDH était en train de parler d'un effort d'essayer de faire revenir les journalistes qui sont en exil parce qu'ils n'ont pas de dossier judiciaire, parce qu'il y a des gens qui ont fui juste par peur. Vous savez qu'en 2014 et 2015, il y avait tellement des rumeurs et naturellement, un être humain, si vous avez de la peur, vous pouvez fuir. Et cette invitation était étendue aussi aux populations qui ne sont pas des journalistes. Et si, parce que l'exil, c'est pas facile. Il y a madame hier, on était ensemble dans une autre émission qui parlait de ces journalistes qui sont en exil, qui gagnent pas du pain. Et je suis sûr et certain que au niveau, si vous écoutez le président de la République dans le message qu'il adresse à la nation ou bien dans les visites sur terrain, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il invite les gens à se sentir calmes et à l'aise parce que la situation s'est améliorée et continuer aussi à œuvrer pour que cette situation sécuritaire que nous avons maintenant soit beaucoup plus renforcée. Et quel message à l'égard de ces journalistes dont on a fait mention tantôt? Les journalistes qui n'ont pas de dossier judiciaire et qui sont des Burundais, qui ont soif de revenir au Burundi, qu'ils viennent. C'est le même cas aussi des Burundais qui sont éparpillés un peu partout, que ce soit dans les pays frontaliers et que ce soit en Europe ou en Amérique. Et pour ceux, par exemple, les journalistes qui continuent de travailler dans la clandestinité et qui ont... ils ne sont pas en train d'aider leur cause, mais il faudrait surtout s'il y a quelqu'un qui est invité de comparaître devant la justice, il faut le faire. Parce qu'après tout, si vous avez un dossier à la justice, tôt ou tard, il va se terminer et vous allez retrouver votre liberté. La question, je rappelle la question, quelle est la responsabilité des uns des autres pour promouvoir la liberté de la presse, Madame Denise Mugoko? Je crois que nous-mêmes, les professionnels, on a une très grande responsabilité. La responsabilité, c'est laquelle? Promouvoir la responsabilité de la presse, la liberté de la presse, c'est d'abord de maîtriser les rouages du métier. Tu ne peux pas exercer quand tu ne connais pas le contexte dans lequel tu travailles. C'est important. La deuxième chose, c'est d'exercer avec responsabilité. Vous savez, un journaliste, pour travailler, il faut qu'il soit d'abord vivant. Il doit se soucier d'exister, de servir la nation en étant en vie. L'autre chose que je voudrais demander aux différentes institutions de la République, c'est de laisser l'organe de régulation faire son travail. C'est très important. C'est les seuls qui sont sur le terrain, qui maîtrisent
les circonstances dans lesquelles les journalistes œuvrent et qui, au bout du compte, s'il y a d'autres problèmes qui sont au-delà de ce que le CNC peut faire, ils peuvent renvoyer les dossiers aux autres institutions. C'est très important. Mais l'autre chose, c'est peut-être, au niveau des textes, on est à un certain niveau qui garantit une certaine liberté. Je crois que c'est l'occasion de demander, surtout aux représentants du peuple. On parle déjà de révision de la loi sur la presse, de la dernière loi sur la presse. Il ne faudrait pas que ce qu'ils vont mettre nous amène dans une régression par rapport au texte d'aujourd'hui. Parce que ce texte est d'une certaine manière révolutionnaire par rapport à la précédente loi. C'est important que les droits qui sont là restent sauvegardés dans cette loi. La même question est adressée à Monsieur le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité des uns et des autres pour promouvoir la liberté de la presse au Burundi? Oui, merci. Bon, je pense que la presse au Burundi, c'est une entreprise à construire ou à reconstruire, pour ainsi dire. Je pense premièrement au CNC. Le CNC, je pense, doit être suffisamment outillé pour faire son travail de régulation. Et je pense que tout viendra vraiment de là. S'il y a des cas de dérapage, par exemple, j'ai eu un échange assez profond avec les différentes parties prenantes à ce qui est de la liberté de la presse. Et j'ai vraiment noté qu'on aurait pu éviter, par exemple, la catastrophe du 14 mai si le CNC avait agi à temps pour, par exemple, prendre toutes les mesures que la loi lui autorisait, en vue d'éviter justement un certain nombre de dérapages qui n'arrangent en rien la liberté de la presse ou les autres libertés d'ailleurs. Je pense deuxièmement à l'État, bien sûr. L'État doit continuer à tout mettre en œuvre pour continuer à assainir le climat. Parce que l'État a la responsabilité de la sécurité de tout le monde, y compris les journalistes. Il a la responsabilité, n'est-ce pas, de créer les conditions qui permettent à ce que la liberté de la presse puisse être exercée dans toute son ampleur. Et donc, vraiment, l'État, là aussi, doit continuer à faire preuve de bonne volonté et de sorte à ce que les lois, par exemple, qui sont en vigueur continuent à s'appliquer correctement et que, par exemple, il n'y ait pas de situation de voie de fait, par exemple, comme ce qu'on a vu le 14 mai. Donc, l'État vraiment doit tout faire pour éviter les situations où les gens en viennent en main, par exemple, pour régler certains problèmes. Bonne volonté aussi du côté, bien sûr, des professionnels des médias. Je pense qu'il faut beaucoup de travail de professionnalisation au regard de la situation qu'on a vue et de ce qu'on continue de voir, que ce soit au niveau de la qualité des reportages. Parfois, je lis des analyses des médias et je me demande si est-ce que c'est l'analyse d'un média ou bien c'est l'analyse d'un conseiller politique, par exemple, d'un parti quelconque ou bien d'un État quelconque, etc. Donc, je pense que, par exemple, la qualité des rapports des médias qui doivent être factuels, n'est-ce pas, avant d'être analytiques, ça, c'est des choses, je pense qu'il faut vraiment qu'au niveau des professionnels des médias, les gens regardent quelles sont, n'est-ce pas, les choses qui aident à la presse de garder son indépendance aussi par rapport aux différentes interférences politiques qui ne peuvent pas manquer, n'est-ce pas. Le financement des médias, par exemple, c'est une question très, très importante. Et là aussi, c'est un échange qu'il faut avoir en toute transparence. Est-ce que l'origine des financements, par exemple, ne peut pas interférer, n'est-ce pas, avec les activités de la presse? Et tout ça, c'est des choses qu'il faut accepter d'aborder avec sérénité, en se disant, c'est des choses importantes pour le pays. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, pour assainir le climat et pour faire en sorte que tout puisse être mis en œuvre pour que la liberté de la presse soit, n'est-ce pas, le plus large possible. Alors, un dernier message irait justement du côté des autorités de la justice qui, en tout cas pour l'instant, ont le dossier en main. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour faire avancer la situation de la presse
dans le contexte actuel, en tenant compte évidemment des différentes responsabilités, des différentes sensibilités, mais en même temps, il y a des avancées qu'on peut faire. Donc, je pense que si, par exemple, les dossiers qui sont en justice peuvent avancer le plus rapidement possible, je pense que ça aiderait, n'est-ce pas, à encourager, n'est-ce pas, ce dialogue que nous demandons entre l'État et les responsables de la presse. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Encore une fois, c'est une entreprise à faire et je pense que c'est une entreprise nationale. Il ne faut pas que chacun prenne ce dossier comme étant un dossier personnel. C'est une question qui concerne tout le monde. Et dans ce cas, il faut bien que tous les acteurs acceptent de travailler main dans la main. Chacun apporte son concours en se disant toutes les idées sont bonnes, mais en même temps, il y a des idées qui sont favorables. N'est-ce pas, à la construction et d'autres qui sont défavorables. Donc, dans ce cas, il faut bien qu'on accepte de discuter et de trouver, n'est-ce pas, le consensus sur où est-ce qu'on veut aller en tant que nation, la liberté de la presse faisant partie évidemment de cet édifice démocratique que nous sommes en train de construire. Je vous remercie. Et quelle sera la contribution de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme? Oui, notre contribution, comme je l'ai déjà annoncé au départ, nous suivons de près les développements législatifs. Donc, par exemple, quand on parle de réformes législatives concernant le secteur, ça ne se passe pas sans nous. On est en contact permanent avec les représentants du peuple, par exemple, quand il s'agit de réviser les lois et de dire, par exemple, ces lois peuvent être préjudiciables ou bien telles réformes peuvent être, n'est-ce pas, favorables à la liberté de la presse. On suit de près les dossiers particuliers des médias, y compris les médias détruits. Donc, on est vraiment engagé sur le front du plaidoyer, n'est-ce pas, en vue de pouvoir reprendre, par exemple, les programmes qui sont aujourd'hui suspendus et qui sont nécessaires, n'est-ce pas, dans une société démocratique et ouverte, et dans le respect, évidemment, des autres engagements du pays et des autres aspirations du peuple burundais. Et troisièmement, on fait le suivi des cas individuels des journalistes, par exemple, les cas de harcèlement ou d'arrestation et arbitrer des journalistes. Et nous suivons de près, de sorte par exemple qu'on s'assure qu'il n'y a pas un journaliste qui soit emprisonné illégalement, alors que par exemple, même s'il y a des suspicions qui sont là, il peut être poursuivi en étant libre, etc. etc. Voilà un peu la contribution de la CNDH à l'édifice. Je vous remercie. Et justement, c'est sur cette contribution du président de la CNIDH, M. Jean-Baptiste Balibonekeza, que nous mettons fin à cette émission spéciale consacrée à la liberté de la presse, une émission qui vous avait été préparée par les radios Isanganiro, les MAFM, Bonesha, Renaissance et le journal Iwachu en partenariat avec la Bénévolencia. Nous disons merci à vous tous qui nous avez écoutés.